Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Télé-École, bonjour et bienvenue dans votre plateau spécial Pensée critique. Pensée critique, votre émission qui tourne autour de la réflexion. L'intellectuel, souvent considéré comme cette voix qui dérange, cet esprit critique par excellence, cette faune particulière, composée de penseurs et de manieurs d'idées, serait-il au-dessus ou bien même au centre de la mêlée? L'intellectuel est-il cet homme du jugement ou bien même cet homme de la raison? Tant de questionnements nous réunissent aujourd'hui autour de ce plateau en vue de discuter de la thématique suivante, la mission de l'intellectuel face à la crise de son temps. J'ai l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Mafama Gueye, étudiant en master métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation à l'Université catholique de Lyon. M. Mafama, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est un plaisir de revenir. À côté, il y a Dr Aminata Sarr-Malik, chercheur en lettres. Bonjour Aminata. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Merci à vous. Je reçois aussi sur ce plateau M. Badji Samba Diagne, étudiant en master au département d'histoire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour M. Badji. Merci Ramata. Je suis ravi de revenir sur ce plateau. Le plaisir est pour nous. Et à côté, toujours avec Mohamed Sow, notre chroniqueur. Mohamed, bonjour. Bonjour Ramata. Merci. Chers téléspectateurs, alors il est important de revenir un peu sur qui est intellectuel, M. Mafama, finalement. Qui peut s'autoproclamer intellectuel? Merci beaucoup pour la question. L'intellectuel, pourrait-on dire, c'est l'homme ou la femme, effectivement, qui a pour travail le travail de l'esprit. C'est quelqu'un qui occupe une place dans la sphère publique pour donner ses opinions, ses analyses, en tout cas sur les questions qui concernent sa société. C'est quelqu'un qui a une certaine autorité, qui est légitimée par exemple ses œuvres, par une communauté scientifique ou tout simplement par une trajectoire intellectuelle qui en tout cas parvient en tout cas à lui donner une certaine autorité et qui fait en sorte que sa voix est audible. Et donc l'intellectuel à partir de ce moment a la légitimité de s'exprimer devant donc l'espace public pour donner ses idées, ses opinions, en tout cas sur les questions qui concernent sa société. C'est quelqu'un qui pense par lui-même, qui est autonome, qui en tout cas ne subit aucune influence intellectuelle venant d'autre part. Donc c'est quelqu'un qui est autonome, qui est libre et qui est responsable de ses pensées, de ses analyses et de ses opinions, tout simplement. Merci ma femme. Alors Aminata, pour vous, qui est intellectuel? Voilà, je vais un peu abonder dans le même sens que ma femme. Selon moi, un intellectuel, c'est quelqu'un qui fait usage de son intelligence, de sa faculté de penser, bien entendu, et ce faisant, c'est une personne qui est assez consciente des enjeux de sa sphère, du milieu dans lequel il évolue, pour pouvoir y apposer, bien entendu, sa part à l'édifice, soit par la parole ou l'action concrète. Voyez-vous, et pour moi, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a fait de longues études à l'école occidentale comme nous autres. Il peut être quelqu'un qui a eu une expérience de la vie. Et pas pour dire que dans le lot, bien entendu, des personnes qui ont été à l'école comme nous autres, il n'y a pas d'intellectuels. Il y en a, que ce soit des élèves, des étudiants, des professeurs, mais bien entendu, à condition qu'ils impactent. Voilà, qu'ils s'impliquent dans la gestion des affaires de leur cité, entre autres, ce qui veut dire qu'il y a une lourde responsabilité pour l'intellectuel, qui est surtout de rompre avec une posture de neutralité. Car neutralité veut dire également être du côté de l'injustice, et c'est ce qui est à proscrire. Et donc le risque qu'encourt l'intellectuel également dans cette mission de s'impliquer, qui amène parfois à poser des critiques négatives dans la société, fait qu'il est parfois marginalisé. On ne l'écoute pas, on dit « Ah, lui, il parle trop ». Et comme on dit chez nous, en Afrique, pour reprendre un peu le doyen Ahmed Alidjan, on n'aime pas les critiques en Afrique, mais on aime bien les griots. Par exemple, l'intellectuel qui est entouré, un chef par exemple qui dirige, qui est entouré par des gens qui peuvent lui donner de bons conseils, qui peuvent impacter sur sa manière de voir, on ne lui dit pas voilà le mal. C'est là où il faut agir. Parce que tout simplement, on veut profiter du confort qui l'entoure ou on a peur de perdre son poste. Et c'est ce qui est à proscrire pour un intellectuel qui doit avoir le courage de ses idées, qui doit pouvoir briser le silence. Et puis,
les destinataires de ces critiques, pour moi, doivent juste puiser le positif de ce discours-là. Ah oui, Aminata, une problématique qui, bien sûr, mérite d'être approfondie. Mais pour vous, Monsieur Diagne, qu'est-ce qui caractérise la figure de l'intellectuel? Qui est intellectuel? Ouais, bon, je pense que premièrement, la question qui est l'intellectuel est une question assez large. Aussi, voilà, il y a une définition assez prosaïque qui définit l'intellectuel comme celui qui a fait des études universitaires ou bien la personne qui a atteint un certain niveau d'initiation. Et bon, dans ce registre, je rejoins parfaitement Mafama, bon, sa définition, mais la question de l'intellectuel en Afrique est une question assez complexe parce que, à la base, il y a eu des antécédents, s'agissant de la colonisation, parce que Madame Sarr Aminata disait qu'il y a une sorte de marginalisation de l'intellectuel en Afrique, mais là, je pense qu'il y a un petit problème parce que en Afrique, l'intellectuel a toujours posé problème, dans une certaine manière. Parce que, revenons sur l'intellectuel, parce que durant la colonisation, les Français, dans leur empire ici en Afrique, avaient fait une hiérarchisation de la société. Il y avait la classe des évolués, et dans cette classe d'évolués, beaucoup de gens s'époumonaient pour intégrer cette classe. Et bon, il y a beaucoup d'exemples. Le cas de Maurice Yameogo, par exemple, qui fut le premier président de la Haute-Volta. Bon, ceci pour dire que l'intellectuel ici en Afrique, c'est une autre définition. Et quand il s'agit de la marginalisation de l'intellectuel, bon, je ne dirais pas que l'intellectuel est marginalisé ici en Afrique ou bien au Sénégal. Parce que si nous revenons dans les années 60, par exemple, il y a Sembène Ousmane. Sembène Ousmane, presque dans toutes ses œuvres, l'intellectuel, c'est la personne qui puise sur les ressources du pays, disons. Et là, je pense que l'exemple achevé, c'est le film Khalam. Raison pour laquelle, voilà, je me dis que l'intellectuel en Afrique, c'est une définition beaucoup plus complexe par rapport à ce qui se fait en Occident. Qui est intellectuel en Afrique? Là, je pense que, premièrement, il faut noter que l'intellectuel, durant les moments des indépendances, a tenu une place très, très, très importante dans le processus. Et là, je pense qu'après, Inch'Allah, je vais revenir de manière beaucoup plus large dans le fond. Nous en venons à notre chroniqueur pour une introduction. Mohamed, pour vous, qui est intellectuel? Alors, pour moi, la notion d'intellectuel implique d'abord une aptitude à la lecture, l'éguerre. Maintenant, non pas une simple lecture linéaire, mais une lecture d'abord structurale de la chose étudiée, ensuite une production sémantique. Donc, l'intellectuel est d'abord producteur de pensée, donc c'est un émetteur. Ensuite, il y a la structure de la pensée en tant que telle, puis je rejoins votre destinataire. Donc, il y a une charnière triptyque. Et intellectuel, celui qui est capable non seulement de concevoir une pensée, mais avec la manière de formuler la pensée, afin que le destinataire puisse la recevoir de manière adéquate. Donc il y a une lecture d'abord, parce qu'être intellectuel, c'est être analytique, c'est être analyste, c'est être critique, c'est être capable de concevoir une réflexion, mais une réflexion qui portera vers une action, vers du concret. Donc c'est allier, n'est-ce pas, l'abstrait de la conscience, l'abstrait de l'analyse, l'abstrait de la réflexion, et la mettre en place dans un concret des réalités sociales. Pour moi, c'est celui-là l'intellectuel, celui qui est capable d'opérer une lecture analytique, de formuler une pensée à partir de cette analyse, puis de produire la pensée vers un destinataire social. Nous parlons de mission de l'intellectuel face à la crise de son temps. Mais quelle crise exactement, Mafama? D'abord, il faudrait marquer une petite pause sur la notion de crise, parce que la crise, elle est protéiforme. Par exemple, la crise que nous traversons aujourd'hui est une crise sanitaire, sociale, économique, politique. C'est une crise qui est complexe parce qu'on ne peut pas effectivement dire de quoi s'agit cette crise, par exemple, que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc la notion de crise déjà, elle interpelle l'intellectuel directement. Parce que la crise, c'est ce qui porte à la fois une situation limite, c'est-à-dire la crise, elle établit un désordre. Quand il y a une crise, on est un peu dans une sorte de chaos, dans une sorte de désordre établi.
Et ce désordre établi-là interpelle directement l'intellectuel. Donc, la crise est intrinsèquement liée effectivement au fait que l'intellectuel lui-même, dans sa posture, n'a pas le droit de rester effectivement indemne. Donc, la crise interpelle directement l'intellectuel. Maintenant, quelle est la mission de l'intellectuel face à la crise? D'abord, toute crise, n'est-ce pas, porte déjà un désordre, mais donne également la sens de repenser la société, donne la sens de repenser notre ordre social. Et donc, l'intellectuel est directement interpellé à revoir un peu la posture ou la conduite de la société. Le travail premier de l'intellectuel quand il y a une crise, c'est un travail de diagnostic, c'est un travail d'analyse, comme disait tout à l'heure Baudelaire, pour pouvoir formuler et articuler un discours qui puisse exprimer en quoi s'agit exactement donc la crise que nous traversons. C'est ce que nous attendons, par exemple, aujourd'hui de nos intellectuels, qui nous disent cette crise que nous traversons, en quoi elle consiste? Quelle est la complexité de cette crise-là? Et d'abord, il y a pour moi d'abord ce premier travail qui consiste à éclairer, en tout cas, la crise, c'est-à-dire dire en quoi la crise est porteuse de mal, en quoi elle est difficile, en quoi surtout il s'agit et quelles sont effectivement les voies, les paradigmes auxquels nous devons emprunter pour aller vers des solutions. Pour moi, ce travail de diagnostic est un travail qui est fondamental dans le travail de l'intellectuel. Effectivement, le poids d'intervention, c'est important. Pour vous, Aminata, de quelle crise s'agit-il? Quelle est la mission de l'intellectuel? Oui, je vais abonder aussi dans le même sens que ma femme, car tout à l'heure, je vous parlais aussi de cette posture de neutralité qu'il faut écarter. Donc, c'est surtout en période de crise qu'est attendu l'avis de l'intellectuel, son expertise. Vous savez, aujourd'hui, dans notre société, presque dans toutes les institutions, que ce soit la famille, l'école, nous connaissons une crise sans précédent, qui n'est pour moi que le résultat d'un manquement à un devoir individuel de chaque membre. Prenons par exemple un exemple concret pour la crise qui sévit au niveau de l'école. Une crise comportementale, je dirais. Donc, voyez-vous, aujourd'hui, nous avons tous vu ces images choquantes. Ces élèves qui déchirent leurs blouses, leurs cahiers et tout, comme quoi que c'est l'arrivée des vacances. D'autres qui agressent physiquement leurs enseignants. Et encore un autre qui arrache le micro. C'est hallucinant à son professeur, vous voyez. Nous, de notre temps, et je suis sûre que nos aînés aussi, ils ont toujours eu à vénérer l'enseignant, parce que c'est lui qui nous enseigne à être ce que nous sommes, qui nous font notre apprentissage de l'humanité. Donc si on en est là pour parler de ce manquement à un devoir individuel, par rapport à l'élève, c'est le fait d'avoir manqué de respect à un corps, mais surtout d'avoir démystifié cette mission sacro-sainte qu'il incarne, lui, l'enseignant. Mais on prend l'enseignant de son côté. Quel est son manquement à lui? Peut-être c'est le fait de n'avoir pas la tenue qu'il faut en classe. Comment se comporte-t-il devant ses élèves? Parce que c'est important. Il y a la personnalité qu'il doit incarner, pas pour dire qu'il doit être sévère, non, parce que sinon l'apprenant aura du mal à lui poser des questions dans sa quête du savoir, etc. Mais il doit pouvoir imposer une certaine limite. Et prolongeons également ce manquement à un devoir personnel, individuel. Et l'intellectuel a la mission de participer, de donner son avis et de contribuer, bien entendu, à travers, comme ma femme le dit, ses diagnostics et tout, à améliorer notre condition de vie. Merci. Effectivement. Monsieur Diagne, parler de la mission de l'intellectuel, n'est-ce pas une problématique aussi vieille que le monde? Les idées, les doctrines ont longtemps été remises en question dans le fonctionnement de la cité. Tantôt vous parlez d'être marginalisé. Mais quelle est la mission de l'intellectuel face à cela, face à ces crises? Oui, bon, moi je pense que personnellement, en tant qu'historien, la crise, je la définis comme une notion assez large, parce que depuis presque 60 ans, tous les pays africains rencontrent les mêmes problèmes. En tant qu'historien, je pense que je vais prendre ce sillage-là. Et là, je débute par les théories, premièrement.
Parce que, bon, après les indépendances, beaucoup de nos pays, ils ont juste reconduit des théories importées. Et là, je pense que l'apport de l'intellectuel est assez conséquent. Et là, bon, je donne l'exemple d'Amilcar Cabral, par exemple. Amilcar Cabral, bon, on le connaît tous, bon, c'est un marxiste et tout, mais il n'a pas suivi de manière dogmatique la philosophie de Karl Marx. Lui, bon, il a tenu à ajouter des notions à la théorie, surtout en se basant, surtout en prenant en compte des réalités du milieu. Là, je pense que c'est un apport très, très conséquent, s'agissant de l'aspect intellectuel. Aussi, il y a l'exemple de Julius Nyerere. Julius Nyerere, bon, lui, voilà, c'est un Tanzanien, bon, il a eu à faire des études en Grande-Bretagne et tout. Bon, lui aussi, il a fait la même chose qu'Amilcar Cabral, parce qu'il a développé un socialisme basé sur les réalités du milieu. Bon, ça donne le terme Ujamaa. Et là, je pense que ce sont des apports très, très conséquents. Aussi, il y a un autre côté, le cas de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, je pense que voilà, c'est le grand problème ici au Sénégal. C'est un grand intellectuel. Quand il est revenu au Sénégal, il a eu beaucoup de problèmes à s'implanter, surtout voilà, vis-à-vis du régime de Senghor. Là aussi, je pense que c'est un problème. Bien qu'il ait toujours voulu apporter sa touche, mais voilà, il a toujours rencontré des problèmes. Mais je pense que l'apport le plus concret, ça vient du Cameroun, avec Hossein Afana. Hossein Afana, bon, c'est un brillant économiste et tout, mais lui, très souvent en Afrique, bon, on définit l'intellectuel comme le penseur, celui qui est toujours dans les théories, mais Hossein Afana, bon, lui, c'est un ancien de l'UPC. L'UPC, c'est l'Union des populations du Cameroun. Et malheureusement, voilà, il a perdu sa vie dans des circonstances assez pénibles. Cela pour vous dire que ici en Afrique, l'intellectuel a toujours été au cœur de la crise. Et l'intellectuel a toujours tenu à répondre à ces crises-là. Aussi, je pense que dans le registre politique, l'intellectuel a toujours été présent aussi. Là aussi, je prends l'exemple de Pascal Lissouba. Pascal Lissouba, c'est un mathématicien congolais, mais lui, durant toute l'histoire politique du Congo, il a toujours été présent. Et là aussi, je pense que c'est un autre exemple qui prouve que l'intellectuel a toujours été au cœur de la crise en Afrique. Effectivement. Mohamed, revenons sur ce rapport entre l'intellectuel et les textes. Ce rapport suffit-il aujourd'hui pour parler de mission de l'intellectuel face à la crise de son temps? Oui, il pourrait suffire dans la mesure où l'on saurait placer la notion de texte. Il y a une crise sanitaire qui a été définie tout à l'heure, mais il y a également une crise de l'ignorance. Et puis, je vais être très manichéen là-dessus. La notion d'intellectuel est inhérente à celle de stabilité. Toute la création l'est. Le jour, la nuit, le soleil, la lune, le bon, le mal. Donc, tout est double. La notion de stabilité, de crise est inhérente à celle de stabilité. Et il est nécessaire qu'il y ait la présence de la crise pour que puisse exister un intellectuel. Revenons aux origines même assez récentes de la chose. Revenons vers Zola. La portée de la parole de l'intellectuel. Nous sommes dans la notion de texte. Hein? La portée de la parole de l'intellectuel. Zola ouvre son article par dire « La vérité, je la dirai, car j'ai promis de la dire. Si la justice régulièrement saisie ne la faisait pas pleine et entière, mon devoir est de parler. Je ne veux pas être complice. Mes nuits seraient hantées par le spectre de l'innocent qui expie là-bas dans la plus affreuse des tortures un crime qu'il n'a pas commis. » Maintenant, le texte ici, il est produit par un texte. Parce que l'intellectuel, quoi qu'on dise, c'est un texte social, un tissu, un réseau de signes. Un signe composé d'inconscient, de conscience, un signe composé de pensée, de raisonnement, un signe composé de matière et d'antimatière. Donc c'est un ensemble de signes. L'existence, en définitive, est un corps et un texte. En tant que corps, elle se vit, mais en tant que texte, elle se lit. Maintenant, l'intellectuel qui vit en tant que texte a l'obligation de lire le texte social, le texte vital. Donc ce rapport va être d'abord un rapport d'observation. Un rapport d'observation. Un rapport d'analyse ensuite de l'observation. Maintenant, la notion de savoir, et qui est inhérente à celle de texte, a toujours été rebelle à la possession.
Donc il faut un travail presque comme celui de Sisyphe. Un travail incessant, un dialogisme textuel entre l'intellectuel et la production des signes, mais entre cette production et la réception critique. Parce qu'un texte n'existe que dans la mesure où il est lu. Un texte n'existe que dans la mesure où il est consommé. Un texte n'existe que dans la mesure où il est critiqué, où il est possédé. La possession relève de l'interprétation. Alioune Diané disait que la lecture est une activité sociale et mentale qui s'appuie sur un travail de mémorisation, de structuration, donc on en arrive à la structure, mais surtout d'interprétation. Interprétation, c'est-à-dire faire interagir les signes afin de faire rejaillir une sémantique sociale. Donc la place du texte, c'est cela. Faire en sorte que l'ignorance, qui est la crise principale de l'individu, eh bien, à défaut de disparaître, diminue. C'est ça la place du texte. C'est ça la place de la crise, même aussi polymorphe qu'elle soit. Elle part d'abord d'une crise de l'ignorance. Parce que même les religions partent d'une notion de verbe lors de la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Maintenant, le soi est une activité verbale. Maintenant, l'activité verbale, au fur et à mesure qu'elle progresse à travers les mots, devient un texte et ce texte se révèle un sens structural, mais sémantique. Donc la notion forcément de sens de savoir qui est inculquée par le texte. Effectivement, ma femme, on peut continuer dans ce sens. Parler du domaine d'expertise de l'intellectuel, peut-on le dissocier à la société dans laquelle il évolue? Non, l'intellectuel ne peut pas tourner le dos à la société. L'intellectuel est pour et par la société. D'abord, il faudrait qu'on fasse, je pense, l'historique même des différentes postures d'intellectuels qu'on a connues à travers l'histoire. On a connu d'abord, Baudelaire l'a rappelé tout à l'heure, l'affaire Dreyfus avec Zola qui s'engage. On a connu Sartre qui était contre la torture algérienne. Donc on a connu le type d'intellectuel organique qui soit à côté de ce que l'on appelle la classe ascendante, c'est-à-dire aux côtés des basses classes. Donc l'intellectuel a toujours été aux côtés effectivement de la société. Maintenant, on a connu après ce genre d'intellectuel, l'intellectuel spécifique, ce que Foucault appelle et Deleuze l'intellectuel spécifique. Cela veut dire c'est l'intellectuel qui aborde dans le sens de son champ disciplinaire. Vous savez, Foucault, effectivement, était pour la cause des prisonniers. Il écrit « surveiller et punir ». Voilà. Donc, voilà, on a connu, après ce modèle d'intellectuel organique, l'intellectuel spécifique qui évolue dans un peu son domaine. C'est par exemple l'exemple de Dr Aminata qui évolue dans le domaine des lettres et tout ça, qui fait la promotion de la lecture et tout, c'est une forme d'engagement. C'est une certaine façon d'être aux côtés de la société. Parce que Baudelaire l'a rappelé tout à l'heure, la véritable crise, finalement, c'est la crise de l'ignorance. Le rôle premier de l'intellectuel, c'est de faire en sorte que l'ignorance disparaisse. Parce que, quand on nous le rappelle, l'éducation véritable, il dit qu'il faut former les peuples. Il faut former les peuples parce que la démocratie, par exemple, ne peut être viable que lorsque, effectivement, le peuple est instruit. Et les intellectuels ont ce devoir-là, cette responsabilité d'éveiller les consciences et de diminuer autant que possible l'ignorance des individus. Maintenant, aujourd'hui, on a connu une autre forme d'intellectuel, qui est l'intellectuel polémiste, l'intellectuel médiatique, celui qui fréquente les plateaux de télé, qui bavarde et qui ne produisent pas. Baudelaire a rappelé tout à l'heure la question du texte. L'intellectuel, c'est d'abord quelqu'un qui agit dans les textes. Donc l'écriture et la lecture sont quelque part les premiers champs dans lesquels l'intellectuel doit évoluer. Après, voilà, on dépasse le stade de la théorie vers le stade de la pratique, la praxis, comme disent les Grecs.
Mais aujourd'hui, on a connu vraiment des intellectuels qui alimentent des polémiques et qui finalement ne se posent pas les bonnes questions. Parce que l'intellectuel doit savoir poser les bonnes questions, les questions qui concernent directement sa société. Après lui, il n'a pas de solution. L'intellectuel est politique, comme tout être, effectivement, nous rappelle Aristote, l'homme est un animal politique, nous sommes tous politiques. Mais l'intellectuel n'a pas de solution par rapport aux crises. Mais il a la responsabilité de pointer du doigt là où il fait mal. C'est ce que Voltaire fait sur l'affaire Classe, Zola sur l'affaire Dreyfus. C'est Anta qui a porté la cause africaine, Amadou Mahtar Mbow qui a beaucoup effectivement contribué pour le développement de la démocratie dans les États africains, professeur Pendambao qui soutient la cause des femmes. Donc c'est ça le rôle de l'intellectuel, c'est effectivement aller vers les sensibilités sociales, aller vers là où en tout cas il y a véritablement problème. Et il articule un discours. C'est ça qui est important, l'articulation d'un discours audible, d'un discours qui puisse en tout cas interpeller directement en tout cas les décideurs, afin qu'ils puissent régler les problèmes qui se posent dans la société. Dans la société, effectivement, il mène un diagnostic. Il décèle les problématiques. Pensez-vous, Aminata, que nos intellectuels d'aujourd'hui jouent pleinement ce rôle d'intellectuel? On peut répondre par oui et comme par non. Et tout à l'heure, je parlais de critique. C'est le rôle de l'intellectuel et nous sommes dans pensée critique. Et ce qui fait que je veux rebondir un peu sur les propos de Bac tout à l'heure, qui, ça me semble, quand je l'ai entendu, il n'a pas bien saisi le fond de ma pensée. Comme quoi, nous avons des intellectuels ici en Afrique. Je n'ai pas contesté cela. Il nous a rappelé l'UPC. L'UPC qui a trouvé son équivalent ici au Sénégal avec le parti PAI. Nous avons toujours eu dans l'histoire, que ce soit depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, des intellectuels. Mais qu'est-ce qui va différencier ces intellectuels-là? C'est leur rapport à leur société. Sont-ils engagés? Posent-ils des actes? Voilà, un intellectuel a le devoir d'écrire son rapport au texte, comme vous dites tout à l'heure, d'écrire, de faire porter sa voix, ça dépend par les canaux qu'il a décidé de choisir, mais l'essentiel, c'est ça. S'il pose une action concrète, soit il parle, soit il dénonce, en tout cas, c'est cela qui va faire qu'on va dire que voilà un intellectuel. Donc, l'essentiel, c'est de pouvoir comprendre sa société, de lutter contre cette crise de l'ignorance dont il parle. Donc, tu dis, ça, c'est telle chose qui fait avancer la société. Tu fais des propositions, des solutions. Donc, tu luttes contre l'ignorance, mais en même temps, tu informes. Voilà, donc ça, c'est le rapport au texte que je voudrais analyser. Et l'intellectuel, c'est surtout là qu'on l'attend également, dans la production. Et aussi, le doyen Amadé Alidjan l'a dit aussi, il faut que l'intellectuel puisse produire, il faut qu'on écrive et qu'on rompe avec cette pratique de société consommatrice. Voilà. Mais ne semble-t-il pas problématique avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication? Sur quelle information se fier? Finalement, qui est intellectuel? Tout le monde écrit, tout le monde partage son point de vue. Oui, effectivement. Bon, je pense que tout un chacun a voix au chapitre. Hein. N'importe qui peut dire sa vision de la société, donner son avis sur telle chose, parce que sinon, on exclurait un citoyen. Donc, pour moi, tout le monde a le droit de donner sa parole, pas forcément un intellectuel, ce dont nous parlons. Donc, tout citoyen peut donner son avis. Maintenant, par rapport à l'information, c'est assez complexe. Pour l'information, c'est vrai, aujourd'hui, nous avons affaire à beaucoup de sites d'information. Parfois, les infos, voilà, nous voyons des intox. L'essentiel, c'est de pouvoir aller aux sources, aller vérifier sur Google, sur d'autres sites plus fiables. Et l'information aujourd'hui par rapport à l'intellectuel, pour moi, c'est de suivre l'actualité de très près, que ce soit dans le domaine politique, économique, culturel, de pouvoir donner son avis sur ces questions-là. Et bien entendu, s'il a une certaine expertise dans tel domaine, qu'on puisse l'entendre également. Ça aussi, c'est important. Effectivement. Monsieur Diagne, pour rebondir un peu à ce que Monsieur Mafama disait, l'intellectuel finalement ne sert-il pas de tremplin pour une société vraiment qui tend vers la perfection? Bon, là, je pense qu'actuellement, il y a le problème de l'intellectuel en Afrique et particulièrement au Sénégal. Et le problème s'adosse à quelque chose, c'est le système. Qui est intellectuel actuellement? Le plus souvent, les intellectuels en ce moment, ce sont les universitaires aussi. Et les universitaires, le plus souvent, ce sont des forums entre élites intellectuelles, dans des hôtels, trucs du genre. Et
Actuellement, je pense qu'il y a une césure à faire entre la démarche adoptée en Occident et la démarche adoptée ici en Afrique. En Afrique, nous avons des priorités. Et le problème fondamental qui se pose, c'est comment faire parvenir ces écrits de ces intellectuels-là au peuple qui habitent Kédougou, Matam, par exemple. Parce que cela, ce qu'on oublie très souvent, nous sommes dans un pays pauvre. Et tout le monde n'est pas éduqué. Tout le monde, bon, je ne dirais pas n'est pas éduqué, mais tout le monde ne comprend pas le français ou bien n'a pas appris le français. Et là, je pense que se pose un problème. Comment faire parvenir ces livres-là, ces mémoires qu'on écrit, ces thèses à ces gens-là? Là, je pense que c'est un problème fondamental. Ma femme le disait plus tôt, former les peuples. Là, je pense que l'exemple achevé de l'intellectuel qui a compris cela, c'est Sembène Ousmane. Sembène Ousmane, à la base, bon, il avait écrit des livres et tout, mais lors d'un voyage au Congo, il a pu constater que l'Africain n'avait pas trop le temps de lire. Parce que voilà, nous tous, bon, nous connaissons ce qui se passe ici, voilà, avec le travail et les réalités, voilà. Et en faisant ce constat-là, Sembène a eu la volonté et l'intention de faire du cinéma. Parce qu'en faisant du cinéma, il participe à la formation idéologique des masses populaires. Là, je pense que c'est la question fondamentale. Et surtout, nous devons rompre avec cette idéologie occidentale française. Parce que très souvent, nos intellectuels font référence à la France, aux Français. Là, bon, je vais lancer une pique à ma femme et à Baudelaire. Toujours c'est Sartre, Dreyfus, Voltaire. Bon, bien que, en tant qu'historien, j'aime bien Sartre. Mais en tout cas, ici, nous avons nos références. Et le pire en est que, plus nous avançons, plus nous tendons à oublier nos grands intellectuels qui ont apporté leur pierre à l'édifice. Évidemment, plus tôt j'avais donné l'exemple d'Ossende Afana, mais il y en a plusieurs. Déjà Mamadou Dia par exemple. En fait, c'est cela. Je pense que le problème fondamental, c'est un problème de système. Effectivement. Mohamed, revenons un peu dans la dimension d'intellectuel et de langue. Monsieur Diagne le disait tantôt, on s'autoproclame intellectuel quand on parle un bon français, mais quel est ce rapport de l'intellectuel et de la langue? Cette complexité, au fait. Oui, c'est un rapport de réflexion et d'expression de la réflexion. C'est-à-dire une pensée et la formulation de la pensée. Le langage, il est naturel. La langue est sociale. La parole est individuelle. C'est-à-dire que le langage est un système de communication. Il y a plusieurs systèmes de communication. Mais dans la culture, dans la société, on a choisi un système de signes appelé langue. Maintenant, à travers cette langue, on y exprime nos pensées, nos idées, nos réflexions. Maintenant, comment exprimer cette réflexion? Par l'acte de parole, qui est un acte individuel et qui dépend de l'individu, de la personne qui utilise la langue. Maintenant, il y a le comment, la question du comment, qui suggère la forme d'expression. Comment utiliser la langue? Dans toute langue, il y a des registres différents. Il y a un langage soutenu, un langage courant, un langage familier. Ça, ce n'est pas seulement dans le français. Pour ceux qui étaient à l'école coranique, nous savons qu'il y a l'arabe qui est parlé dans les textes littéraires, il y a l'arabe qui est dans le Coran, qui est un autre type, mais il y a l'arabe qui est parlé couramment. Dans également le Wolof, il y a un Wolof pur, il y a un Wolof métissé, hybride, mais il y a également un Wolof dakarois, qui n'est ni Wolof, ni français, ni anglais. Maintenant, c'est Baudelaire qui disait que manier savamment une langue, c'est pratiquer une sorte de sorcellerie évocatoire. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect connatif qui est d'ores et déjà étudié. Parce que toute production, toute expression renvoie à un destinataire. Là, j'interpelle Jacobson, j'interpelle Benveniste, j'interpelle Kristeva. Toute production textuelle a une dimension déjà de l'émission, de son émetteur, mais il y a un aspect connatif. On s'adresse à quelqu'un, on s'adresse à une société. Maintenant, ce rapport est fondamentalement sociétal. Parce que l'intellectuel qui parle ne parle pas à lui-même.
L'intellectuel qui use de la langue, use de cette langue pour s'adresser à un type de culture. Même si nous sommes dans une société africaine, mais les barrières linguistiques ne sont plus ce qu'elles étaient auparavant. Les barrières on dit que maintenant le monde est un village planétaire. Mais même l'histoire, maintenant, n'a plus de barrières. Suivant la typologie que l'histoire n'est pas une succession d'événements, mais un texte qui se lit, les intellectuels ont proposé, durant l'histoire, qu'ils soient des intellectuels de l'ancien monde, qu'ils soient des intellectuels du monde moderne, ils ont proposé un type de société. Platon a proposé la République idéale. Saint-Augustin a proposé la cité de Dieu. Rabelais a proposé l'abbaye de Thélème. Mais Senghor a proposé la civilisation de l'universel, qui est une rupture des barrières de la langue, une rupture des barrières sociétales, une rupture des barrières culturelles, afin que puisse jaillir le métissage. L'avenir est au métissage, comme disait le général de Gaulle, comme disait Senghor. Donc le rapport de l'intellectuel avec la langue, d'abord c'est un rapport de formulation, d'émission et de réception d'un message qui est jugé pouvoir améliorer la condition de la société, une condition dite précaire dans une option savante. En d'autres termes, la langue permet, qu'elle soit une langue wolof, qu'elle soit une langue africaine ou une langue occidentale, elle permet une transmission de messages, mais de messages savants. Effectivement. Fama, vous ajoutez? Oui, il a raison. Hein. Vous savez, moi, concernant la question de la langue, je me réfère un peu au philosophe sénégalais Souleymane Bassirou Diagne. Il dit il faut penser de langue à langue. Aujourd'hui, il y a un débat qui s'est vu au Sénégal, la question des langues nationales. C'est un débat intéressant. Il faut effectivement, on est tous d'accord que la transmission de la connaissance passe beaucoup plus mieux par la langue maternelle. Ça, on n'en disconvient pas. Il faut donc qu'on prône effectivement nos langues, qu'on enseigne par nos langues, mais qu'on ne soit pas fermé, qu'on ne soit pas hermétique. Baudelaire l'a rappelé tout à l'heure. Senghor, en faisant la théorie effectivement de la civilisation de l'universel, a voulu effectivement distordre tout ce qui est barrière entre les peuples. Et finalement, la langue, qu'elle soit wolof, qu'elle soit la langue française ou la langue anglaise, pour moi, le plus important, c'est de savoir l'utiliser. C'est de savoir accéder à la connaissance par cette langue-là. Parce qu'en fin de compte, ce n'est qu'un outil, la langue. Après, je ne minimise pas la langue maternelle. Elle est importante. Il faut qu'on sache parler nos langues. Ça a été le combat de Cheikh Anta. Et souvent, on fait souvent référence à Cheikh Anta, effectivement, en évoquant cela. Mais Cheikh Anta l'avait évoqué pour des raisons, mais strictement pédagogiques. C'est-à-dire, pour que la formation puisse être rapide. Aujourd'hui, vous enseignez la philosophie en français. L'accessibilité de cette connaissance philosophique pose problème, parce que la langue pose problème. Et donc, si on enseigne en wolof, si on essaie de conceptualiser en wolof, la transmission de la connaissance passe plus rapidement. Et donc, cela ne signifie pas qu'il faut mettre nos langues, en tout cas sur les autres langues, et que les autres langues ne valent absolument rien du tout. Ce n'est pas le cas. Nos langues ont besoin de dialoguer avec les autres langues. Le dialogue des langues, le dialogue interculturel est un dialogue des langues. Parce que les cultures ne sont en dialogue que lorsqu'elles sont capables d'échanger. Et on échange avec les langues. Et donc, le rapport de l'intellectuel avec la langue, pour moi, c'est un rapport qui est strictement pédagogique. C'est de la pédagogie. Comment savoir user de la langue pour transmettre le savoir qu'il est censé transmettre. Voilà.
toutes les langues se valent alors, Voilà. Aminata. Oui, je suis de cet avis. Vous savez, c'est bien d'interroger le rapport de l'intellectuel à la langue. C'est vrai que quand il communique, il a besoin de s'attaquer à une cible peut-être. Donc, l'intellectuel a lui de savoir quelle langue utiliser pour parler à cette cible-là. Donc, l'ouverture vers les autres peuples, je veux m'arrêter juste à la langue française. Nous parlons français, mais il y a une idée un peu arrêtée qui dit que quand tu parles français, c'est parce que tu joues au toubab et tout. Alors que, voilà, c'est une langue qu'on utilise pour pouvoir communiquer avec les autres. L'essentiel, c'est de ne point être acculturé, c'est de renier qui vous êtes. Par exemple, quand je sors d'ici, je parle wolof. Chez moi, je cuisine, je fais ce que j'ai à faire. Je suis une femme africaine, je fais des trucs. Voilà. Mais l'ouverture ne signifie nullement on est acculturé, on rejette ce qui revient à nous. L'essentiel, c'est de pouvoir dialoguer avec les autres. Mais je suis pour la décentralisation du savoir, c'est-à-dire essayer de mettre les autres au même niveau. Surtout quand vous savez que telle personne ne comprend pas votre langue, essayez de l'inviter à comprendre votre langue. C'est marrant parce que je pense à un ami, Philippe, il travaille sur un ouvrage sur le Sénégal. C'est en français, mais il me demande de chercher un conte en Wolof. Et même dans les autres universités, la langue Wolof, les langues Halpura sont étudiées scientifiquement. Un intellectuel comme Cheikh Anta Diop, tout le monde connaît partout dans le monde. Cheikh Hamidou Kane, les ouvrages de traduction, ne minimisons pas cet effort-là. Tout ça a été pris en compte ici et ailleurs, partout dans le monde. Donc c'est un monde interconnecté et vraiment, on gagnerait vraiment à nous réconcilier avec tous les peuples et chacun cherche à comprendre l'autre. Effectivement. Monsieur Diagne, votre point de vue par rapport à cette barrière linguistique? Bon, là, je pense que je vais prendre le contre-pied de mes camarades, et bon, ce qui est évident d'ailleurs, parce que, bon, en fait, bon, c'est bien beau de développer l'aspect universel et tout, mais ce qu'on oublie très souvent, c'est que la langue est un moyen de domination aussi. Et là, je reviens sur les travaux de Boubacar Niane, qui a travaillé sur l'école normale William Ponty, parce que dans ses travaux, M. Niane montrait de manière très claire comment les Français, à l'époque, influençaient la manière de penser de ces gens-là, qui malheureusement sont devenus nos premiers leaders au moment des indépendances. Parce que le problème fondamental, ce n'est pas les Français ou bien un truc du genre, mais le problème en est que nous sommes dans des pays qui, la majeure partie de la population ne comprend pas la langue nationale, la langue officielle plutôt. C'est ça le problème fondamental. Et je pense que la langue, c'est une forme de domination. Là, actuellement, s'agissant de la francophonie, ceux qui parlent le français sont beaucoup plus nombreux que les Français eux-mêmes. Et voyez-vous ce qui se passe dans les pays. À chaque fois, il y a un centre culturel français, truc du genre. C'est une forme de domination. Et là, je pense que nous qui sommes des jeunes Africains, nous qui sommes des jeunes qui voyons l'avenir de l'Afrique autrement, nous devons prendre en charge cette question parce que c'est une question fondamentale. Nous ne pouvons plus continuer sur cette base-là. Le plus souvent, nos références. Quelles sont nos références? Baudelaire, c'est toujours des Français, Dreyfus, Voltaire et tout. Voltaire, c'est qui, par exemple? Voltaire, c'est un homme qui a toujours tiré sur l'homme noir. Et en plus, ils sont nombreux. Tout cela pour vous dire que la langue, c'est une forme de domination. Et nous avons beaucoup plus intérêt à développer nos langues locales. Effectivement. Merci beaucoup, Monsieur Diagne. Si vous nous rejoignez, sachez que vous êtes dans Pensée critique. Nous parlons aujourd'hui de la mission de l'intellectuel face à la crise de son temps. Très rapidement, Baudelaire, l'intellectuel peut-il rouvrir le futur? Oui, avant d'aboutir au futur, j'aimerais un peu rebondir sur la langue comme moyen de domination. C'est-à-dire que la majeure partie des Sénégalais ne comprennent pas le français. Ça, nous ne sommes plus en 1960. Ah oui, Cheikh Anta disait ça dans les années, juste après les indépendances, soit avant les indépendances. Maintenant, la domination s'appuie sur quoi? S'appuie sur le savoir, sur la culture. Maintenant, c'est pourquoi Senghor théorisait l'enracinement d'abord. Il faut s'enraciner profondément avant de s'ouvrir au rapport, mais fécond, du monde externe. Donc, il y a du bon chez nous, comme il y a du bon chez les autres. Tout n'est pas rose ici, tout n'est pas rose ailleurs. Un sage Wolof m'avait dit un jour, Réumi nekhul, tafen nekhul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas fondamentalement une dimension christique partout.
il y a du bon dans nos connaissances locales, mais il y a du bon dans les connaissances externes. Donc, il y a ce rapport, c'est comme le rapport avec le texte. Il ne doit pas être clos, mais il doit être ouvert, la lecture ouverte. C'est-à-dire que la société, l'individu, le texte, l'intellectuel, doit d'abord avoir une connaissance de son intimité. Quand je parle de l'intimité, c'est d'abord lui, sa société, son temps, son entourage, son environnement, ses propres valeurs, ses réalités, mais aussi les réalités du monde externe. Donc, la langue ne peut plus être un moyen de domination, puisque ce savoir qui permettait la domination est maintenant possédé également par des gens de chez nous. D'accord, Aminata? C'est cela. L'intellectuel peut-il ouvrir le futur? N'attend-on pas de lui une sorte d'utopie concrète? Effectivement, quand tout à l'heure j'ai parlé de différents types de sociétés qu'a proposé d'abord Platon, Saint-Augustin, Rabelais, Senghor, j'allais dire que le type d'intellectuel ne peut pas être fermé à une seule localité. C'est-à-dire on prend des références d'ici, mais on prend des références d'ailleurs. Parce que l'intellect est cosmopolite. La littérature est le cosmopolite. Maintenant, on attend de l'intellectuel, quelque part, un brin de folie. Un brin de folie. Une imagination. Baudelaire disait que l'imagination est la plus scientifique des facultés. Parce qu'elle seule comprend l'analogie universelle. Elle est intuitive par essence. Senghor, Bergson. Donc, elle rejoint une dimension qui permet non seulement d'envisager le monde, mais d'envisager le temps. Envisager le temps, c'est-à-dire comprendre le présent et anticiper le futur. Parce que si on dit que le Sénégal serait bien, si nous faisons ceci, cela et cela, on envisage le futur. On prépare le lendemain. On prépare un lendemain meilleur. Donc c'est ça qu'on attend de l'intellectuel. Pouvoir élaborer une réflexion de telle sorte que la société pourra sortir de ses contraintes actuelles. Effectivement. Vous êtes du même point de vue? L'intellectuel peut-il ouvrir le futur? Oui, l'intellectuel doit être un prospectiviste. L'intellectuel doit dessiner l'avenir. Un philosophe comme Souleymane Bachir Diagne, sur la crise, effectivement, qui, en tout cas, concerne l'islam, il nous indique le pluralisme. Cela veut dire quoi? Une tolérance qui soit une tolérance de toutes les religions. Une tolérance qui fait qu'on reconnaît la vérité de l'autre, étant une vérité qui soit différente, peut-être à ma vérité, mais qui ne la contredit pas et qui ne la nie pas carrément. Donc, face à la crise aujourd'hui, qui en tout cas touche l'islam, vous allez en Europe, il y a ce qu'on appelle l'islamisme, par exemple, donc l'islam est indexé. Et que fait ce philosophe-là face à cette crise-là? Il nous ouvre un avenir qui est celui, effectivement, du pluralisme. Et on va vers, c'est-à-dire l'intellectuel, c'est quelqu'un qui semble tirer quelque part sa société vers un idéal de vie. On a l'impression d'être parfois au fond de l'abîme et le désespoir est là. Les gens sont crispés, les gens ont peur, les gens ne savent pas où aller. L'intellectuel ne doit pas succomber à la peur, ne doit pas succomber à la psychose sociale. Il doit avoir la lucidité d'analyser la crise et effectivement de faire naître ce qu'on appelle l'espoir. Parce qu'il n'y a en réalité de l'espoir que lorsqu'il y a de l'utopie. C'est à partir de l'utopie que l'espoir, souvent on a un entendement assez péjoratif de l'utopie. Alors que c'est à partir de l'utopie qu'on sort de l'utopie. Ce qui bloque, c'est par contre la dystopie. C'est une absence totale de voie, de paradigme. C'est la dystopie qui installe la faillite totale. Par contre, l'utopie est ce cadre-là qui permet à l'intellectuel d'ouvrir en tout cas des voies de l'avenir et des voies d'espérance. Merci beaucoup, Mafama. On est un peu serré par le temps, mais je continue avec Aminata. Cet horizon d'espérance, vous êtes toujours d'accord?
Oui, l'intellectuel et le futur, il doit rêver grand. Rêver grand pour son pays dépend également des actes qu'il pose au quotidien. Parce qu'il faut comprendre d'abord, tout est une question de mentalité et je crois qu'aujourd'hui, si quelqu'un se sent esclave, c'est lui. C'est dans la tête la liberté. Nous sommes libres de tout, libres de faire nos choix et tout. Donc si les choses ne marchent pas, surtout en Afrique, par rapport à nos élites, nous avons la responsabilité d'agir. Nous avons à donner notre voix quand nous devons voter et tout. Donc, cela engage notre propre responsabilité. Que faisons-nous? Par exemple, quand on appelle pour financer les associations de littérature africaine, personne ne vient. L'Africain ne décaisse pas. En fait, c'est ça. Il faut donc d'abord croire en nous, essayer de poser les actes qui nous permettent de conquérir le futur et de savoir que nous le pouvons. Et puis, nous sommes libres, tout simplement. Nous ne sommes pas esclaves. Monsieur Diagne, votre point de vue là-dessus, très rapidement. Oui, bon, vu que nous sommes pressés par le temps, j'aimerais d'abord ouvrir une petite parenthèse à une réponse que je donne à Baudelaire. Parce que, bon, Baudelaire dit que la langue n'est pas un moyen de domination. Non, mais là, je pense qu'il y a un sérieux problème. Parce que déjà, la langue, voyons le contenu de l'enseignement au niveau du collège et des lycées. En fait, tout est fait pour que nous pensions à travers des prismes qui sont occidentaux. C'est ça le problème. Aussi, dans le fond, Baudelaire fait toujours allusion à Senghor. Senghor, ouais, Senghor c'est bien beau côté théorie, mais Senghor, c'est comme le Kwame Nkrumah côté politique. C'est bien dans la forme, mais dans le fond, ça ne proposait pas quelque chose de consistant. Et Senghor, disons-le, voilà, quelqu'un qui voulait développer la civilisation de l'universel, mais qui se basait beaucoup plus sur la France. Moi, je pense que ça pose problème. Sinon, bon, pour revenir à votre question, là, je pense que, je vais emboîter le pas à Aminata. L'intellectuel doit être quelqu'un qui imagine le futur. C'est cela. Et là, je pense que l'exemple achevé, c'est Cheikh Anta Diop, qui a fait beaucoup d'ouvrages sur ça. Et malheureusement, actuellement, l'intellectuel sénégalais en ce moment, ce n'est pas cela. Parce que c'est beaucoup plus des rencontres entre élites intellectuelles et ça ne pense pas beaucoup plus aux masses populaires. Et là, je pense que ça peut poser problème sur le long terme. Monsieur Mafama, votre synthèse par rapport à cette thématique dont nous avons discuté aujourd'hui, mission de l'intellectuel face à la crise de son temps. Merci de préciser ma synthèse et non pas ma conclusion, parce que c'est un sujet inépuisable qui ne finira jamais. Donc, ce que je retiens effectivement de ce qui a été dit ici par mes co-débatteurs, c'est que effectivement nous, ou en tout cas tous ceux qui prétendent être intellectuels doivent aujourd'hui revoir leur posture, parce que nous sommes en situation de crise aujourd'hui, c'est-à-dire nous sommes tous interpellés. Je pense que la crise de la Covid ou du Covid, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, nous pousse en tout cas à revoir nos postures, à se demander est-ce que si on est intellectuel, on est en train de faire ce qu'il faut faire. Donc c'est une chance, en tout cas cette crise-là, c'est un mal aussi, mais la chance qu'elle est, c'est qu'elle nous invite aujourd'hui à voir en tout cas si nous remplissons pleinement notre rôle d'intellectuel. Est-ce que nous prenons le temps d'être solitaire, de préférer la solitude et non l'isolement, de penser la société. C'est ce que je retiens fondamentalement en tout cas de ce magnifique plateau que je partage avec mes amis de la filière, j'ai envie de dire. Voilà, merci beaucoup. Madame Aminata, votre synthèse par rapport à cette thématique d'aujourd'hui? Voilà, c'était avant tout un débat très enrichissant. Les avis divergents sur la question montrent combien le thème est important et que nous avons pu voir que l'intellectuel a un énorme rôle à jouer dans la société et dans plusieurs domaines. Mais j'aimerais juste conclure en disant que nous avons bien nos références ici. Nous avons nos intellectuels à nous, Cheikh Anta Diop, Mamadou Dia, ils sont là et tout. Nous pouvons puiser dans leurs pensées, mais toujours dans leur logique. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui remet toujours en question. Il ne faut pas prendre pour parole d'évangile tout ce qu'ils disent, et également par rapport aux références extérieures. Quand vous admirez quelqu'un,
il ne suffit pas d'être d'accord avec tout ce qu'il dit. Vous puisez juste le positif. Il n'y a pas quelqu'un qui est parfait. Voltaire, c'est quelqu'un qui est contestable. Du point, quand on est africain, il est contestable. Mais c'est pas pour renier ce que l'autre a de positif. Tout le monde a ses qualités et défauts, mais il faut quand même critiquer en prenant en compte ces paramètres-là et essayer de faire avancer la recherche. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Diaye. Ouais, bon, je pense que le thème de l'intellectuel est un thème assez large. Bon, déjà, on pouvait continuer à débattre beaucoup longtemps. Bon, ce que j'ai à dire, c'est juste une chose. Nous avons intérêt à africaniser un peu la pensée. Là, bon, je vais emboîter le pas à Aminata parce que nous devons revoir beaucoup de choses. Parce que si nous voulons être réellement indépendants et penser africain, nous devons forcément revoir nos référents. Et là aussi, ça pose le débat de l'intellectuel. Et là, je pense que nous avons nos références. Et il y a aussi de la matière et aussi il y a du potentiel parce que voilà, il y a des jeunes intellectuels africains qui sont là un peu partout dans le monde et qui font d'excellentes choses. Il y a cette base-là et espérons qu'il y ait une volonté politique qui pourra accompagner tout cela. Merci beaucoup, Monsieur Diagne. Alors, Mohamed, votre synthèse de cette thématique? Alors, ma synthèse est que l'intellectuel repose essentiellement sur le dialogue. Un dialogisme avec lui-même, avec les textes, avec la société, avec les cultures. Donc un dialogisme culturel. C'est essentiellement ça qui fait l'intellectuel et c'est ce à quoi appelait Senghor quand il parlait de métissage, un dialogisme entre les cultures. C'est essentiellement ce qui fait l'intellectuel. L'intellectuel dialogue avec lui-même, ce qui produit la pensée. Il dialogue avec les textes, objets et sujets de réflexion. Il dialogue avec la société, destinataire de la réflexion, mais également objet et sujet en même temps. Il dialogue également avec les autres formes de culture et de civilisation. À mon avis, c'est ça l'empreinte de l'intellectuel dans le monde. Alors, je ne saurais terminer sans remercier mes bons amis pour ce colloque sur l'intellectuel, ce congrès de l'intellectuel qu'ils m'ont gracieusement offert. Et le débat était de très haut niveau, malheureusement de tout temps. La problématique du temps, il reste à l'ordre du jour. Merci, Monsieur Mohamed Sow, pour la chronique ainsi que la pertinence. Merci à Monsieur Mafama, Madame Aminata Sarr, ainsi que Monsieur Diagne pour la présence et la pertinence. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Télé-École, nous voici à la fin de cette émission. Nous parlions aujourd'hui de la mission de l'intellectuel face à la crise de son temps. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Merci, au revoir.